Un rapport publié en 2022 révélait qu'entre 1980 et 2019, près d'une trentaine de femmes autochtones ont été victimes de stérilisation forcée au Québec. Québec se joint ainsi au cortège des autres provinces qui, elles aussi, ont exercé des violences obstétricales et des avortements non consentis. Suzy Basile est chercheuse à l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue et co-auteur d'un rapport sur la question. Plus tôt ce mois-ci, elle a écrit une lettre ouverte avec Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins, dans laquelle elle propose 7 recommandations pour mettre fin à ces actes répréhensibles. Madame Suzy Basile, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, madame. Dans votre lettre ouverte co-signée avec le président de l'Ordre des médecins du Québec, vous dites qu'il faut avoir un changement important dans la perception, et je cite, patriarcale et culturelle qu'ont les médecins envers les femmes autochtones. Est-ce que cet exercice d'humilité des médecins serait suffisant pour redonner confiance aux femmes autochtones face au système de santé québécois, particulièrement là? Bien, j'ose espérer que c'est un bon point de départ. Et ensuite, les actes, évidemment, et la mise en œuvre de tout ça appartient aux médecins dans leur relation avec les patientes et l'ensemble des citoyens au Québec comme au Canada. Mais selon moi, c'est un bon point de départ. C'est également aussi un pas de géant, une avancée importante que le Collège des médecins, qui est quand même une institution plus que centenaire, fasse un tel virage et une telle acceptation, si vous voulez, là, d'un geste d'humilité. Et selon moi, c'est un bon point de départ. Nous sommes en 2024, 2 ans après la publication de votre rapport. Est-ce que les choses ont réellement changé? Bien, le sujet des stérilisations imposées, des violences obstétricales envers les femmes autochtones fait certainement maintenant partie de la liste des événements, des phénomènes reconnus à travers lesquels les peuples autochtones, dans ce cas-ci les femmes plus précisément, ont traversé à travers les dernières décennies, les siècles voire, au Canada. Donc pour ça, selon moi, c'est quelque chose qui a changé, qui fait changer les choses, en fait, dans notre société. Ensuite de cela, nous avons interpellé plusieurs institutions dans les recommandations de notre rapport. Et là, la balle est dans leur camp. C'est à leur tour à faire, si vous voulez, là, en sorte que les choses ne se reproduisent plus, du moins. Justement, parlons de ça. Comment les responsables politiques pouvaient-ils justifier leur silence concernant ce problème, étant donné que le rapport souligne des cas documentés là depuis plusieurs décennies? On parlait même du temps de René Lévesque. Est-ce que c'est un aveuglement volontaire? C'est une bonne question. On a trouvé à travers la très mince littérature qui fait référence à des cas de maltraitance et de stérilisation et de différentes formes de violence envers les femmes autochtones au Québec que très peu de traces de cette époque-là. Et notre rapport est venu combler un peu, si vous voulez, le manque de littérature sur le sujet. Maintenant, pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est sûr que les préjugés envers les femmes autochtones ont été et sont encore, malheureusement, encore aujourd'hui, très tenaces. Plusieurs professions vont d'ores et déjà penser que la femme autochtone ou les femmes autochtones qui sont devant eux sont des personnes irresponsables qui ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, qui en font trop et que, question de bienveillance, on va prendre une décision à leur place. Alors, c'est souvent ce qui est arrivé dans les cas que nous avons entendus et dans la littérature, comme je vous disais, que nous avons pu rencontrer. Donc, est-ce que c'est l'aveuglement volontaire? Ben, c'est sûr que l'intérêt était probablement pas là assez fortement là, pour prendre ce sujet-là et en faire une question de société finalement à l'époque. C'est une expérience particulièrement douloureuse pour les femmes qui en sont victimes, pour leurs familles. J'ai couvert le sujet en Saskatchewan il y a quelques années, mais dans le cas du Québec, le Québec est la seule province à refuser de prendre part aux travaux lancés par le fédéral en 2018, invoquant que la santé est de juridiction provinciale. Le Québec refuse toujours de reconnaître le principe de Joyce et que le racisme systémique est en œuvre là dans son système de santé. Qu'est-ce qu'il faut pour changer tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de résistance au Québec?
C'est une autre très bonne question également. On se l'explique mal. Qu'est-ce que ça coûterait que de mettre des mots sur des phénomènes qui ont bel et bien eu lieu et qui ont encore lieu, comme je le disais tout à l'heure, à certaines occasions? Est-ce que l'intérêt des gouvernements est plus penché sur le développement territorial et le développement économique que sur le développement de la santé des citoyens, incluant les femmes autochtones dans ce cas-ci? C'est une question qu'on a adressée à quelques reprises au gouvernement sans avoir eu de réponse concrète, en fait. Donc, c'est assez inexplicable pourquoi il n'est pas possible d'avoir une discussion franche sur ces enjeux-là qui existent. En 2022, un rapport sénatorial recommandait que le Canada élabore un régime de dédommagement, du financement pour des services de sages-femmes communautaires, des campagnes de sensibilisation. Est-ce que ces demandes rejoignent celles des organismes autochtones? Est-ce que c'est ça qu'il faut sur le terrain? À mon avis, oui, en grande partie. Nous avons, moi et mon équipe, mené justement une autre étude récemment sur l'accès ou en fait le non-accès aux services de sage-femme pour les communautés des Premières Nations au Québec. Et justement, c'était un besoin qui était clairement mentionné, ne serait-ce que pour avoir le choix entre un type d'accouchement ou un autre, ne serait-ce aussi pour avoir accès à des services de proximité, des suivis périnataux pour duquel plusieurs femmes autochtones ne font pas parce qu'elles sont soit éloignées des centres urbains où elles doivent se déplacer ou encore toutes les conditions de vie alentour d'elles ne leur permettent pas de quitter leur famille ou leur communauté là, sur une longue période de temps. Donc, c'est sûr que si des communautés pouvaient choisir d'avoir accès aux services de sage-femme, elles le feraient. Malheureusement, dans plusieurs des situations, on leur donne peu de choix. Elles vont miser sur la présence d'un médecin pour l'ensemble de sa population plutôt que uniquement d'une sage-femme pour uniquement les femmes enceintes, vous voyez. Donc, il y a vraiment là, il y aurait intérêt en fait à ouvrir, à élargir le choix offert aux femmes des Premières Nations pour ce qui est de leur santé reproductive. Parlons d'avenir maintenant. L'Association médicale canadienne promet des excuses officielles aux femmes autochtones, mais aussi aux autochtones en général pour le traitement des médecins, tant dans le passé que présentement. Des sources qui sont proches du dossier nous disent que ça sera fait à l'automne. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans ces excuses-là pour que ça fasse réellement une différence sur le terrain, y compris au Québec, bien évidemment? À mon avis, une reconnaissance de la parole des femmes autochtones qui a été trop longtemps bafouée. On recule de 4, 5, 6 ans. On mettait facilement en doute la parole de femmes autochtones qui osaient dénoncer une situation ou une condition de vie ou une autre. Et j'ose espérer que maintenant, on va finir par les croire quand elles osent s'exprimer sur des sujets aussi sensibles et aussi personnels que celui-ci. Pour ce qui est des compensations et tout ça, je n'ai pas observé là, le dossier de près encore, mais c'est certainement quelque chose sur lequel je me pencherai prochainement, mais ce n'est pas une revendication que j'ai entendue, moi, tant que ça, auprès des femmes que j'ai interviewées. La grande majorité voulait simplement que leur histoire soit entendue une fois pour toutes, souvent pour la première fois dans leur cas. Et ce n'était pas pour une quête financière ou monétaire ou dûment, c'était vraiment pour que leur voix soit entendue et que surtout ça ne se reproduise plus jamais pour la prochaine génération. Suzy Basile, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.